Nous voulons parler du vivant. Et nous avons à nous expliquer sur le fait que nous parlons du vivant et non pas de la vie. Pour quelle raison? La vie, c'est d'abord un concept qu'on peut dire vulgaire. La vie parisienne, la vie est belle, rien n'est plus précieux que la vie. Voilà trois expressions dans lesquelles la vie a perdu, sauf dans la dernière, presque tout son sens pour devenir simplement une espèce de métaphore. En outre, la vie, c'est un concept que la science n'a cessé constamment de refuser. Je ne dis pas qu'elle a réussi à l'abolir, à le réduire, mais elle a toujours cherché à rendre compte de la vie sans tenir compte de la vie. Et il y a quelques années a paru le livre d'un chimiste d'une université méridionale dont le titre est assez explosif, « La vie n'existe pas ». Cela veut dire que ce concept de vie, la science le refuse et pense que tous les phénomènes que l'on cherche à interpréter en parlant de la vie sont en réalité des phénomènes qui peuvent être expliqués uniquement au niveau des lois physiques ou des lois chimiques. Et pourtant, personne ne songerait à dire « le vivant n'existe pas » ou « les vivants n'existent pas ». Le mot vivant, par ailleurs, offre l'avantage d'inviter le philosophe à regarder la multiplicité des êtres qui vivent. Et cette multiplicité est quelque chose, enfin cette surabondance, cette profusion est quelque chose d'étonnant, et elle est l'occasion de variations littéralement extraordinaires. Je suis d'accord. Et dans ces conditions, nous nous engageons explicitement, vous et moi, à rechercher, et je ne dis pas à déterminer, nous nous engageons à rechercher quels sont les signes ou les marques auxquels on reconnaît parmi tous les êtres, parmi tous les existants, auxquels on reconnaît le vivant ou les vivants. Alors si vous le permettez, nous pourrions examiner successivement si le vivant se reconnaît à sa forme, ou bien s'il se reconnaît à son organisation, ou bien si, aujourd'hui, il se reconnaît à ce qu'il faut bien appeler, car on ne peut pas l'appeler autrement, sa structure. Les hommes, lorsqu'ils ont réfléchi sur le vivant au cours de leur histoire, ont emprunté cette espèce de marche et de progrès. Ils ont commencé par l'analyse des formes et des apparences. Eh bien, il est donc sage de procéder comme eux et d'emprunter le même chemin. La recherche, une marque spécifique du vivant du côté de la forme, c'est une recherche qui paraît facile et qui me semble au contraire ne pas aboutir à un résultat incontestable. Voici ce que je veux dire. Et oui, tout le monde fait une différence, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, en ville, quelle que soit la ville, tout le monde fait une différence entre le pavé sur lequel on marche et les arbres qui sont alignés dans les avenues sur les trottoirs. Il semble que la forme végétale, la forme animale, possède, ou présente plus exactement, une délinéation, un schéma qui en fait tout de suite quelque chose de différent, par exemple d'un nuage, ou d'un amas de rochers, d'une montagne. Et cependant, il est incontestable que si nous entendons par forme une délinéation dont cet objet fabriqué nous offre ici une très belle illustration,
le vivant n'est pas seul à présenter des formes dans la nature. Oui, bien sûr, il y a des formes matérielles qui sont aussi constituées, aussi cohérentes, et aussi solides, peut-être même plus, en ce qui concerne alors les minéraux, les cristaux, qu'en ce qui concerne que relativement au vivant. Un cristal se définit par le scintillement même de sa forme. Et les métaux eux-mêmes se reconnaissent, souvent il est vrai microscopiquement, par, j'ose pas le dire, mais enfin par leur structure, disons leur forme, leur maille, leur réseau, etc., grâce à quoi on peut les reconnaître. Si nous ne pouvons pas trouver dans la forme en tant que telle un critère de distinction entre le vivant et le non-vivant, puisque l'exemple que vous donnez, exemple classique d'ailleurs, l'exemple des cristaux nous l'interdit. N'aurions-nous pas un recours en disant que ce qui caractérise le vivant, c'est la capacité qui lui est propre de formation de sa forme, l'auto-formation? Ben, on serait heureux de pouvoir dire oui, mais malheureusement, je vais dire non. Parce que, je ne sais si vous serez de mon avis, il est des matières qui sont capables justement d'auto-reproduction et, pour ainsi dire, d'auto-formation. Par exemple, le cristal se régénère, mais il y a aussi des phénomènes, on peut dire que j'exagère, mais enfin ils existent aussi, de syncristallisation, une espèce de communication par conséquent de sa propre structure ou de sa propre forme. Par conséquent, il ne faut pas, ce serait là encore trop facile, il ne faut pas trop opposer dès le départ la vie et la matière, valoriser la vie, puis penser que la matière c'est l'inerte, l'homogène. On en tirerait une philosophie évidemment peut-être enfin un peu molle, mais en tout cas facile, mais je ne crois pas qu'elle soit conforme à la réalité. De sorte que nous ne pouvons pas trouver dans la forme, ni dans la formation, ni dans la déformation, dans n'importe quel processus qui part de la forme ou qui aboutit, nous ne pouvons pas y trouver ce que nous cherchions, et c'est peut-être ce qui explique que la science des vivants, lorsque elle s'est bornée à être la science des formes, comme l'était l'histoire naturelle, dont l'essentiel consistait dans une description et une classification, une taxinomie, cette histoire naturelle n'a pas réussi à rendre compte de ce que c'était que le vivant. Et alors, nous sommes presque, en suivant le cours de l'histoire, le cours de l'histoire des idées, le cours de l'histoire des sciences, nous sommes presque conduits, cette fois, à passer du concept de forme à celui d'organisation et à nous demander si ce qui caractérise le vivant, c'est ce mode d'être que on appelle encore aujourd'hui, et depuis Aristote, depuis le philosophe qui le premier a conceptualisé la connaissance des vivants, qu'on appelle l'organisation. Alors là, ce n'est pas naturellement à vous que j'apprendrai que ce concept d'organisation, qui n'est pas autre chose qu'une généralisation du concept d'organe, a été formé par Aristote dans un contexte qu'on pourrait dire technologique. L'œil est l'organe de la vue, la main est l'organe de bien des mouvements, de bien des actions, mais parce qu'il existe pour Aristote un responsable du mouvement ou de l'activité de ces organes, et c'est l'âme. Au départ, le concept d'organisation suppose une conception animiste du vivant. Et c'est si vrai, me semble-t-il, que pendant des siècles, on a considéré comme organisés que les animaux, c'est-à-dire ceux des vivants que l'on croit pourvus d'une âme,
d'une âme sensitive, d'une âme motrice et, problème, d'une âme raisonnable. Au point qu'il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que le caractère d'organisation, c'est-à-dire de rapport de parties composées d'hétérogènes et ayant des fonctions qui se répondent, qui sont interdépendantes, il a fallu attendre jusqu'au XVIIe siècle pour attribuer l'organisation aux végétaux. Et on leur a attribué le jour où des coupes microscopiques, plutôt disons des observations microscopiques ont permis de découvrir dans les végétaux eh bien, des formations analogues à des objets techniques, des tubes, les vaisseaux, le mot est celui qui était employé à l'époque, les vaisseaux dans lesquels circule la sève. Il me semble que c'est là une des raisons. Est-ce que vous en voyez une autre? J'étais retenu par une idée parasite, je ne sais si vous la prouverez. Oui, les végétaux ont été mis dans l'ombre, mais ils ont pris leur revanche. Parce qu'à partir de ce moment-là, il me semble que c'est les animaux qui vont moins intéresser les biologistes. Les végétaux vont davantage les retenir, pour de nombreuses raisons. Mais enfin, il n'en est pas moins vrai que végétaux ou animaux, cela est vrai, ils sont définis par une espèce de solidarité entre eux des éléments, quelque chose de fonctionnel et non plus de morphologique. C'est ça. Une organisation, une totalité, une synergie entre les parties, qui est au-delà des apparences et qui constitue alors l'essence de l'organisme. C'est vrai. Mais alors, tout à l'heure, c'est vous qui avez introduit, au moment où nous analysions la possibilité de déterminer par la forme, la marque même du vivant, c'est vous qui avez introduit l'objet que l'on croit distinct ou opposé, qui en réalité est similaire, c'est le cristal. Alors ici, c'est moi qui vais introduire l'objet qu'on pourrait croire opposé à la vie, ou du moins à l'organisation vivante, et dont on peut se demander s'il n'est pas similaire, et cet objet, c'est l'organisation artificielle d'une machine. Est-ce qu'avec l'organisation, nous pouvons distinguer de façon spécifique le vivant de la machine, l'organisé naturel, l'organisme naturel de l'organisé artificiel? Je ne pense pas qu'il faille rapprocher l'organisme et la machine. Il faut les opposer, mais malheureusement, lorsqu'on les oppose, on risque d'induire en erreur en laissant imaginer que le vivant désobéit aux lois, par exemple, de la thermodynamique, aux lois du mécanisme, aux lois des réactions chimiques, et par conséquent, on crée une mythologie. Est-ce que vous croyez que l'un des caractères par lesquels on a, et notamment au XIXe siècle, un physiologiste comme Claude Bernard, on a cherché à opposer le vivant et la machine en insistant sur les propriétés d'autorégulation de l'organisme? Est-ce que vous pensez que c'est encore aujourd'hui une position que la biologie, la physiologie et aussi bien entendu la physique permet de soutenir et de défendre? Mais vous le savez mieux que moi, la biologie actuelle conserve ces notions, pour ainsi dire, sacrées, seulement elle les a subtilisées et affinées. Elle ne les maintient pas telles quelles, elle les a tout de même modifiées. Et elle les a modifiées parce que elle a cherché les caractères distinctifs du vivant à une autre échelle. Et là, je crois que ici, il nous faudrait indiquer comment l'histoire de la biologie de l'organisme a abouti à situer les
caractère de l'organisation, d'abord au niveau de la cellule, au XIXe siècle, et puis par l'étude de ce phénomène qui peut-être, lui, est propre au vivant, ce phénomène de réplication. Lorsque on a étudié la division cellulaire, la reproduction des cellules les unes par les autres, on a été conduit à rechercher quel pouvait être le rôle de cette formation qu'on a d'abord appelée le noyau, puis ensuite dans le noyau du filament chromatique, puis des chromosomes, puis des gènes, et enfin maintenant des constituants chimiques à l'échelle macromoléculaire de ces supports de l'hérédité qui permettent précisément la réplication cellulaire, de sorte que notre concept d'organisation, concept dont on peut dire que la biologie du XIXe siècle lui a donné un contenu encore aujourd'hui utile à connaître, impossible à ignorer, ce concept d'organisation, c'est brusquement, on peut dire brusquement, effacé au profit d'un concept qu'il faut bien appeler, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qu'il faut bien appeler par son nom, qui est celui de structure. C'est sur ce terrain que j'aimerais vous entendre dire quelques mots concernant le rapport entre le vivant et ce type de structure macromoléculaire. Eh bien, il ne m'est pas difficile de vous répondre, d'autant plus que les données, justement, de la biochimie ont débordé celle-ci et ont intéressé la culture tout entière. Le problème me paraît assez simple dans ses grandes lignes, et le voici. D'abord, c'est un fait, la biologie n'est plus une biologie de fonction ou d'organes, elle est devenue cellulaire. Et par conséquent, encore une fois, je crois qu'on ne peut pas le contester, elle a changé totalement d'échelle. Elle est la biologie cellulaire, la cellule est à la biologie ce que l'atome est à la chimie. Mais alors, la biologie a réussi évidemment un coup de maître, en ce sens que elle a pu réaliser une jonction inespérée, je crois, et qui est la suivante. D'une part, elle sait que ce qui caractérise le vivant est détenu dans le noyau. C'est lui qui est en quelque sorte, c'est une métaphore condamnée et condamnable, c'est lui qui est le coffre-fort même de la vie. En tout cas, il y a le noyau, et puis de l'autre côté, il y a certains organes, certains appareils qui sont justement des macromolécules protéiniques codées. Et alors ce que la biologie moderne a très bien, elle a fait le lien, elle a fait la jonction entre ces deux données, elle sait que, pour parler en termes très simples, elle sait que d'un côté, tout ce qui définit l'organisme est en voie de disparition. Autrement dit que n'importe quel tissu change dans un laps de temps très court. Autrement dit, ce qui constituait votre organisme, vos cheveux, vos os, votre sang, ne dure pas, par exemple, plus, matériellement parlant, ne dure pas plus de 20 jours ou 30 jours. Mais cela est reformé. Oui. Par conséquent, il y a un appareil à le reformer. Oui. Et alors cet appareil, comment travaille-t-il? Eh bien, c'est là que la structure intervient. Il travaille en ce sens que il détient une information qui va être capable d'imposer à des acides aminés. Oui. Autrement dit, le métabolisme, la digestion apportent à votre organisme des briques qui sont les acides aminés. Ces acides aminés doivent être assemblés pour former vos protéines spécifiques de vous. Comment vont être formées ces protéines? Il faut bien les appeler par leur nom. Eh bien, précisément, c'est l'ADN, c'est-à-dire ce sont les acides ribonucléiques qui sont à l'intérieur de la cellule, qui vont imposer un ordre aux macromolécules codées de l'organisme. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la biologie a saisi la manière dont est transmis cet ordre. Elle sait que cela est refabriqué, comment cela l'est, pourquoi cela l'est, et elle donne une définition de l'organisme nouvelle. L'organisme, c'est plus une matière, c'est un enchaînement déterminé, numéroté, de certains acides aminés entre eux. Lorsque nous nous sommes posé la question de savoir si
le vivant peut se caractériser par la forme. Le vivant, en somme, c'était une certaine façon d'apparaître. Et on a dit, eh bien, il y a d'autres êtres que le vivant qui apparaissent sous une forme. Puis, au moment de l'organisation, nous avons essayé de dire, le vivant, c'est une certaine façon de fonctionner. Mais alors, nous avons trouvé la machine, qui est aussi une certaine façon de fonctionner. Et maintenant, si je puis dire, le vivant, c'est une certaine façon de parler ou une certaine façon d'ordonner. Mais n'y a-t-il pas, ici aussi, autre chose que le vivant, qui est une façon de parler ou d'ordonner? C'est-à-dire, à ce niveau, trouvons-nous véritablement un caractère spécifique du vivant? Évidemment, si on veut utiliser des termes très lâches, on pourrait presque dire que la vie est devenue un langage. Ou un code, ce serait plus exact. Oui. Elle est codée, et c'est un message qui est transmis et qui est imposé à certains éléments qui doivent le recevoir, qui est spécifique et qui est capable de s'auto-reproduire. Alors, évidemment, est-ce qu'on n'a pas perdu le vivant? C'est la question, en somme. De même que nous nous posions la question, est-ce que avec le cristal, nous ne perdons pas le vivant? Est-ce qu'avec la machine, nous ne perdons pas le vivant? Est-ce qu'avec le langage ou le code, nous ne perdons pas encore une fois le vivant? Et il y a pire, on risque de perdre même tous les vivants, puisqu'on a pu montrer, je crois, que ce code était universel et omnivalent. Il vaut par conséquent aussi bien pour le brin d'herbe que pour l'homme. De sorte que nous arrivons, sans l'avoir cherché, nous arrivons à une sorte de réfutation de notre proposition initiale. Nous avons dit, la vie, c'est abstrait, c'est trop général, il y a des vivants multiformes, et maintenant nous trouvons, au contraire, qu'il n'y a qu'une certaine façon de vivre, parce qu'il n'y aurait qu'une certaine façon de parler, ou d'ordonner, ou de commander, ou d'envoyer des messages. Enfin, je crois qu'on ne peut pas conclure autrement, mais enfin, on retrouve une vie qui est tout de même différente de la première. C'est-à-dire? On retrouve, à dire vrai, une nouvelle vie à travers les vivants. D'ailleurs, entre la première conception que nous avons éliminée et puis la nouvelle, il y a tout de même une solution de continuité. La première était une vie évanescence, mystique, un refuge, un asile, etc. Tandis que la deuxième, elle est devenue une vie dont on voit comment elle travaille, pourquoi elle travaille, ce qu'elle fait, comment elle-même transmet son propre message, les malentendus qu'elle commet. Et demain, d'ailleurs, il sera possible de la modifier, cette vie, alors que la première, celle dont nous parlions au début, c'était une vie intouchable, insaisissable, qu'on ne pouvait absolument pas modifier. Tandis que là, c'est une véritable machine à se reproduire, dont on connaît les mécanismes et qu'on peut pas même espérer déformer, modifier, et sur laquelle on pourra peut-être intervenir. Après avoir essayé de dire quels étaient les traits spécifiques du vivant, il me semble que nous devrions nous poser quelques problèmes, et parmi les plus actuels, concernant précisément le devenir des vivants. Et ces problèmes sont assez simples à désigner. Ce sont les problèmes des origines du vivant, le problème de la conservation et de la mort du vivant, et le problème de l'utilisation ou de la reprise technique du vivant. Et c'est peut-être dans cette dernière partie que nous retrouverons la tâche propre de la philosophie qui, jusqu'à présent, en ce qui concerne dans notre précédente exposé les caractères du vivant, c'est nécessairement
un peu effacé derrière la biologie. Alors j'ai dit, pour le premier, les origines du vivant. En fait, je ne sais pas si on doit parler des origines du vivant. Pendant très longtemps, aujourd'hui encore, plus que jamais, on a posé une question qui était celle des origines de la vie. Or, je ne pense pas que les origines de la vie et les origines du vivant soient strictement le même problème. Quand on se pose le problème des origines de la vie, on se pose le problème de l'apparition de ce que tout à l'heure vous avez appelé un certain mécanisme de travail, l'apparition au sein d'un milieu non vivant, d'un milieu inerte. Tandis que lorsqu'on se pose le problème des origines des vivants, ce problème concerne les origines dans le cours même de la vie. Le problème des origines de la vie, il est résolu en fait lorsque le problème des origines des vivants se pose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur cette distinction. Et oui, ce sont deux problèmes différents et qui s'enchaînent. Le second, en somme, revient à poser le problème de l'évolutionnisme, Oui. le problème de la naissance des vivants les uns à partir des autres. L'autre semble plus basal, puisque est plus primitif, il touche à l'origine et à l'émergence même de la vie. Exactement. Et d'ailleurs, je crois, à moins que je ne me trompe, je crois que tous les deux, d'ailleurs, doivent toucher et sensibiliser plus particulièrement le philosophe. Et peut-être, d'ailleurs, échappe-t-il en partie aux biologistes. N'est-ce pas, par exemple, une remarque qu'on est en droit d'introduire parce que le problème de l'origine de la vie a souvent été un problème coloré par le messianisme, la théologie, l'eschatologie, car si les hommes pouvaient créer la vie, il semble que Dieu ne soit plus nécessaire comme créateur, par certains côtés. Et il a été longtemps tenu pour créateur, dans la mesure où l'objet vivant est toujours un objet qui a une âme. Mais je n'ai pas voulu, en parlant des origines de la vie, à partir d'un milieu inerte, je n'ai pas seulement voulu poser la question d'une synthèse possible d'un organisme vivant, si élémentaire soit-il, ou d'un infra-organisme, mais pourvu des caractères sans lesquels la vie ne serait pas possible dans un laboratoire. Je parle aussi du problème historique de l'apparition de la vie dans un univers qui, d'abord, autant que ce que nous savons de l'astronomie et de la géologie, ne la contenait pas. Il n'en est pas moins vrai que le laboratoire, en un sens cosmogonique, essaie de refaire le travail de la vie dans son antériorité. Il y a un moment où, dans les couches géologiques, toute forme vivante a disparu, même si elle a existé du fait de l'énorme pression qui s'y est exercée. Alors, le laboratoire, la synthèse en laboratoire intervient pour essayer de combler expérimentalement les lacunes d'une histoire. On se trouve par conséquent combiné à la fois deux méthodes et deux problèmes. Le laboratoire fait de la vie avec une méthode et des techniques historiques, puisqu'il peut la recommencer à n'importe quel moment, mais le problème qu'il essaie de résoudre, c'est celui d'une origine anté-paléontologique, si je puis dire, le problème d'une origine qui ne reçoit pas, dont les documents ont disparu dans le matériel géologique ou astronomique qui nous est offert. Exactement. Et le laboratoire, d'ailleurs, n'y réussit pas, dans la mesure où il reconnaît lui-même qu'il faudrait peut-être non seulement des matériaux pour lesquels il n'a plus de vestiges et qu'il essaie de reconstituer, mais il lui faut aussi un temps considérable. Et alors, comment gagner sur le temps? Il ne peut pas se donner des milliers d'années que la nature s'est donnée. Mais la vraie question,
me semble-t-il, serait la suivante. Est-il possible, si la vie c'est l'ordre ou le code dont vous avez parlé à la fin de notre premier entretien, est-il possible d'imaginer les origines d'un code? Oui. Eh bien, à l'heure qu'il est, non, parce que pour qu'il y ait un code, il faut toujours que préalablement il y ait déjà une structure codée. Alors, nous sommes dans une impasse. Par conséquent, le seul problème à la rigueur accessible, ce serait non pas celui de l'origine de la vie, mais celui de l'origine de certains vivants. Mais après tout, puisque cette question des origines reste indécise, le problème, et le vrai problème, le vivant étant là, demeure celui de sa conservation et de sa durée. Lequel problème, d'ailleurs, en implique peut-être deux. La perpétuité du vivant en tant qu'appartenant à une espèce, et puis sa conservation en tant qu'il est un vivant particulier. Ce sont deux problèmes qu'on peut peut-être disjoindre. Certes, non seulement on peut, mais il faut. Il est certain que le problème de la perpétuité du vivant en tant que vivant à travers son espèce est un problème formidable d'importance, pour employer des grands mots, car il renvoie au problème de la sexualité. Et par certains côtés, j'espère que la formule n'est pas abusive, la sexualité c'est vraiment toute la vie. Car les vivants, ils ont utilisé ce canal justement pour se développer, s'affirmer et se perpétuer. Par conséquent, la sexualité n'est pas une fonction du vivant, elle est la fonction éminente du vivant. D'ailleurs, la sexualité est un problème extrêmement brouillé. La sexualité, d'ailleurs, est moins, par certains côtés, un problème lié à la transmission de l'espèce qu'une question, un moyen pour les vivants de se régénérer en tant qu'espèce. Autrement dit, les vivants eux-mêmes ont fait la séparation entre la sexualité, de laquelle ils ont tiré des avantages, et puis la conservation de l'espèce qui parfois s'est opérée chez eux et à travers eux, surtout chez certaines espèces, en dehors de la sexualité. Mais enfin, le vivant, une fois qu'il est né, en tant qu'individu, il se perpétue lui-même, et il dure, et il se conserve. Il dure, il se conserve, il s'est d'abord, en tant qu'individu, il a d'abord fallu qu'il se sépare. Et l'individualité, c'est la vie à l'état séparé. Et par conséquent, c'est la vie à l'état menacé, à l'état angoissé. Et je crois qu'on peut dire cela même pour n'importe quel individu autre que l'homme. Et pendant très longtemps, on a essayé de résoudre le problème très simplement de la conservation de l'individu contre les dangers qui le menacent dans ce milieu auquel la séparation l'a jeté. On a essayé de le résoudre par l'appel à l'instinct de conservation. Je me suis longtemps posé la question et je crois qu'aujourd'hui je la résoudrai presque par l'affirmative de savoir si les vues les plus profondes sur la conservation, c'est-à-dire le contraire de la conservation du vivant individuel, ce n'est pas dans Freud qu'on les trouve et dans la fameuse théorie de l'instinct de mort. C'est-à-dire le vivant jeté du fait qu'il est vivant dans un milieu inerte et dont la seule aspiration consiste finalement à y revenir. Je ne peux pas en dire beaucoup plus là-dessus, mais précisément, il me semble que cela nous fournit, sans préméditation, une transition tout à fait naturelle pour un problème capital qui est celui de la mort du vivant. Car ce qui peut-être définit le vivant plus encore que la forme, l'organisation ou la structure, c'est ce phénomène qu'est la mort. Qu'en pensez-vous? Si le vivant tend presque lui-même enfin à disparaître, est-ce que ce fait qu'on est obligé de constater ne va pas à l'encontre de cette formule populaire selon laquelle la vie doit être justement maintenue et qu'elle est un des biens les plus précieux? Il n'y a rien de mieux que la vie. Il est clair que la thèse freudienne est en contradiction non seulement avec l'opinion populaire, mais encore avec beaucoup d'idées de biologistes ou de philosophes.
aucun médecin d'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi, aucun médecin n'accepterait, même s'il adhère à la thèse, s'il adhère pour des raisons intellectuelles à la thèse freudienne, à savoir que l'individu n'a qu'une hâte en tant que vivant, c'est de retourner à la mort. Aucun médecin n'acceptera de servir cette valeur du vivant. Et par conséquent, nous devons faire comme si, effectivement, la vie c'était le bien le plus précieux. Mais il me semble que la grande difficulté, c'est de savoir quelles vont être les limites que l'intérêt pour ce bien précieux qu'est la vie, les limites qu'il va rencontrer dans les techniques d'amélioration, de préservation et d'extension de la vie qu'il suscite, cet intérêt. Autrement dit, c'est peut-être ici que nous devons quitter le terrain de la pure et simple information biologique transposée sur le plan des idées, que nous devons la quitter pour nous poser quelques questions de valeur, et par conséquent des questions proprement philosophiques. Et ce que je voudrais vous demander, c'est ceci en me fondant sur la façon dont vous avez défini la vie du vivant à la fin de notre premier entretien. Vous avez dit, maintenant, nous savons que la vie, c'est un langage. Nous savons comment ce langage est parlé. Nous pouvons, d'une certaine façon, le parler, c'est-à-dire que nous pouvons, sachant comment la vie informe, nous pouvons informer la vie elle-même, nous pouvons non pas seulement l'informer, mais la transformer. Comment pensez-vous que la possibilité de transformation de la vie puisse recevoir les possibilités de transformation technique, et à la fois biologique et médicale, de la vie chez le vivant individuel qu'est l'homme? Comment pensez-vous que cette transformation puisse recevoir du jugement philosophique une sorte de confirmation ou de limitation? Je suis heureux de vous suivre sur ces grands problèmes. Et nous voyons qu'effectivement la biologie, loin de déposséder le philosophe, la biologie moderne, avec sa positivité, au contraire, lui pose des problèmes nouveaux. Par conséquent, elle ne l'écarte pas, au contraire, maintenant, elle l'oblige à aborder des questions qu'hier, il ne pouvait pas évidemment rencontrer. La question, j'extrapole un petit peu, bien entendu, nous extrapolons, on ne peut pas encore modifier d'un seul coup tous les vivants, mais enfin, il est certain que les vivants seront en possession des biologistes. Puisque le vivant est un code, bien entendu, il y a des malformations, par exemple, c'est-à-dire des erreurs de transmission. Il y a des monstruosités, il y a des maladies héréditaires, et puis il y a des rencontres entre des vivants que demain on saura néfastes. Et alors, étant donné qu'on connaît les mécanismes de la vie, qu'on connaît les lois de la transmission, qu'on sait également les erreurs de la transcription de la vie par rapport à elle-même, évidemment, il se pose un problème eugénique fondamental de savoir ce que les hommes vont faire de cette vie qu'ils vont pouvoir manipuler. Hier, ils ne pouvaient que la subir, et peut-être même souhaiter s'en déposséder, mais voilà qu'aujourd'hui, l'homme ne se borne pas à domestiquer la matière, et voilà qu'il peut avoir une emprise sur la vie, ce qui est quelque chose de phénoménal, enfin quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que vous pensez que la vie, comme autrefois, et comme d'ailleurs encore toujours, la matière inerte, la vie peut devenir une sorte de matériau entre les mains du généticien, du biologiste en général et du médecin. Et surtout la vie humaine, parce que les végétaux, les agronomes se sont déjà employés depuis un certain temps à les manipuler. Il n'y a plus de naturel. Les animaux. Les animaux n'en parlons plus, nous n'en voyons plus, et les hommes, demain, vont être l'enjeu
Enfin, ils vont être au centre du problème. Et il me semble que ça pose des problèmes anthropologiques, philosophiques, qui sont d'importance. Et ça pose surtout deux problèmes, à mon avis, et ils sont déjà posés. C'est le problème de l'interdiction de certaines transmissions héréditaires et le problème de l'incitation à certaines transmissions héréditaires. C'est-à-dire, il y a le problème qui consiste à éviter le pire par pitié pour ces vivants séparés que pourraient être, disons, ces mots malentendus, ces mots de la vie malentendus. Et ensuite, il y a l'incitation à ce qu'on pourrait appeler l'amélioration du vivant humain, au sens où il y a amélioration des races animales ou des variétés végétales. Êtes-vous favorable à l'incitation des unions qui seraient censées être très favorables? Absolument pas. Et je sais que vous êtes toujours le défenseur, enfin d'une certaine, enfin laisser à la vie son équivocité, enfin laisser ses chances à la vie. Et vous avez dit à la fin du premier entretien que désormais la vie c'était un langage qu'on connaissait bien et que ce n'était plus cet ineffable ou ce mystère dont il était question au début. Je ne suis ni pour l'ineffable ni pour le mystère, mais je suis pour l'imprévu. Étant entendu qu'il y aura des quiproquos peut-être, enfin qu'il y aura des erreurs et vous les admettez. Il faut en prendre son parti. Il en est en ces matières, comme en toute matière, c'est l'erreur qui est la condition du progrès.